C'est ça? C'est 20 minutes. Ouais, c'est 20 minutes, une demi-heure avec des questions. Ou un peu Bon. plus, hein, comme tu veux, on a 1 heure en tout. Ok, bah, tu me diras si je suis trop longue, mais j'essaie de le faire rapidement. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui vient d'être publié la semaine dernière, qu'on a fait en collaboration avec les UMR Ardev, Sens et Tétis. Donc, c'était Robin Bourgeois, Marie Delagasquet, Denis Pêche, Étienne Delay, donc tout du CIRAD. Et on a décidé de travailler ensemble pendant le premier confinement l'année dernière parce que toutes les personnes là travaillent, font beaucoup de prospectives. Et du coup, on s'est posé la question pendant le dernier confinement de à quel point ce qu'on vivait là, la crise et le confinement, avait changé ou pas nos relations au futur. Donc, quelques éléments de contexte que vous connaissez bien. Dans le jargon anticipation, la crise Covid, on peut appeler ça une wild card, c'est-à-dire c'était un événement qu'on connaissait. Une pandémie, on sait que ça pouvait arriver, mais par contre, on ne savait pas ni le lieu, ni la date, ni les effets de cet événement. Donc, il y a un an, en mars, on a eu les premiers signes du Covid en France et on est rentré dans une période de confinement. Donc, entre mai et juin, on a eu 54% de la population qui a été confinée. Et donc, soudain, on a été plongé dans une espèce de dystopie où on vivait, on parlait couvre-feu, fermeture de magasins, on avait des investissements massifs d'argent public dans le secteur privé, on parlait d'état d'urgence, les pays étaient de plus en plus isolés. Euh, et Edgar Morin, à ce moment, avait écrit un texte sur justement notre rapport à l'incertitude que Muriel avait partagé, que j'avais trouvé vachement bien. Et donc, par rapport à ça, il disait que notre civilisation nous a inculqué le besoin de certitudes toujours plus nombreuses sur le futur, et qu'en fait, avec l'arrivée du virus, on s'est rappelé que l'incertitude restait un élément inexpugnable de la condition humaine. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu compris les choses, c'est que du jour au lendemain, on s'est trouvé face à l'incertitude. Et donc, forcément, un questionnement par rapport à l'anticipation et le futur. L'anticipation est vachement revenue sur le devant de la scène avec les questionnements de pourquoi est-ce que le gouvernement n'avait pas pu anticiper la crise. Et les questions sur le futur, forcément, c'est le monde d'après. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus après? Donc là, on avait fait une petite recherche à la figure que vous voyez dans plusieurs médias. On avait cherché entre mai et juin depuis 2015 l'occurrence des mots scénario prospective. Et clairement, pendant la crise, pendant le confinement, on a eu une augmentation significative des articles de journaux qui parlaient du futur, de l'après-Covid et de l'anticipation. Donc, notre question, c'est finalement tout cet après-Covid qui a été évoqué pendant le confinement. Quelle était la nature des visions du futur? Quel type d'après-Covid, du monde d'après, est sorti pendant le confinement? Et notamment, notre hypothèse, c'était de dire que cette crise était une telle rupture qu'elle allait permettre de nous permettre de penser autrement, d'imaginer un monde d'après qui soit différent du monde d'avant. Pour cela, on a décidé, on s'est fixé la période de mars à juin 2020 pour vraiment capturer toutes les visions du futur qui étaient sorties pendant le confinement, donc en plein état de quand même stupeur, ahurissement et peur. Et on a essayé de collecter, de faire une recherche de tous les documents qui étaient sortis sur le monde d'après. Sachant que notre travail se focalise sur les scénarios du monde d'après, c'est-à-dire on cherche des narratifs qui décrivent une représentation du monde de l'après-Covid et qui utilisent pour ça plusieurs dimensions, par exemple sociale, environnementale, politique, économique, mais du coup qu'on ait vraiment une description un peu complète, un narratif complet du monde d'après. Donc on a essayé de collecter pas mal de textes sur le monde d'après et on a trouvé plusieurs types de documents qui avaient été produits pendant le confinement. Le premier document, c'est les documents type programmatique, donc vers un futur souhaité. Donc là, on en a beaucoup parlé, notamment dans les médias, c'est les inventons de monde d'après, c'est les pistes, les actions, c'est comment faire pour être un monde plus résilient, pour faire la relance économique, etc. Mais en fait, tous ces documents, c'était pas des narratifs du monde d'après, c'était plus des actions. Des actions, des propositions d'actions, des programmes politiques aussi, beaucoup. Du coup, on a éliminé ces documents de notre travail.
Le deuxième type de document qui est sorti pendant le confinement, c'était des analyses sectorielles, unisectorielles, c'est-à-dire on prend un secteur et on regarde quel va être son futur, quels vont être les impacts du Covid sur ce secteur. Donc pareil, lui, ça ne nous intéressait pas trop parce que c'était que un secteur, une variable, et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment une description globale du monde d'après. Troisième type de document qui est sorti sur le futur, c'est les projections issues de simulations informatiques, et ça, elles sont encore très très présentes quotidiennement. Il y a une explosion de ce type de documents. Donc encore une fois, nous, c'est pas celle-ci qu'on a regardée. Nous, vraiment, on s'est intéressé aux scénarios exploratoires classiques des prospectives. Là, c'est un exemple où vraiment, c'est un texte qui va proposer un ou plusieurs narratifs sur le monde d'après. Donc, ce scénario exploratoire, on en a identifié, on a comme ça identifié 24 textes qui représentaient en tout 83 scénarios. Parce que donc, un texte va souvent décrire plusieurs scénarios, puisque ces scénarios exploratoires, on va essayer d'imaginer plusieurs mondes d'après. Ça, c'est juste une présentation des données un peu rapide, mais juste dire qu'on n'a pas que tapé dans les articles scientifiques, pour la raison qu'en mars et juin, les articles étaient presque pas sortis. À cette époque, il n'y en a qu'un seul, je crois, qui a pu vraiment sortir. Le temps d'analyser, d'écrire et de publier. Mais on a regardé aussi les banques, les ONG, les agences de consulting. Et un peu, clairement, les auteurs venaient beaucoup d'Europe, États-Unis, mais on a quand même couvert un peu l'Australie, l'Indonésie. Bon, ça venait un peu de partout. Et alors, les premiers constats qu'on a faits, c'est que donc tous ces textes, globalement, l'horizon temporel est très peu spécifié, contrairement à ce qu'on voit normalement dans les prospectives. Et quand il est spécifié, c'était des horizons temporels très court terme, à savoir 1 ou 2 ans. Donc on a surtout pensé à un monde d'après immédiat, et non pas, on ne s'est pas projeté plus loin. Les méthodes, pareil, très peu spécifiées, donc on a dû essayer de les retrouver en essayant de voir des indices dans les textes, quelles méthodes étaient utilisées. Et la moitié des méthodes utilisées ne sont pas vraiment des méthodes classiques de co-construction de scénarios, à savoir l'analyse morphologique, le visionning, etc. C'était plus des narratifs structurés ou imaginés. Et l'échelle, donc la majorité des textes couvraient le monde. Donc on s'est retrouvé avec tous ces scénarios, et pour les analyser, on a décidé d'utiliser une classification classique des scénarios de prospective qui existent. C'est la classification de Dator. Donc Dator, il a pris plein de scénarios prospectifs qui avaient été faits par les gouvernements, les ONG, les chercheurs, et il les a analysés et s'est rendu compte que globalement, on pouvait les classer en 4 catégories. Avec la première catégorie, c'est la croissance continue. C'est tous les scénarios qui vont renvoyer à une évolution sur la base d'une logique de croissance économique. Et ça, c'est souvent la vision officielle du futur de la plupart des gouvernements modernes, des systèmes éducatifs et des organisations en général. Deuxième grande classe de scénarios, qu'on connaît aussi assez bien, c'est l'effondrement, c'est les scénarios de collapse. Et là, ça comprend tous les scénarios dans lesquels un élément conduit à l'extinction, un ou plusieurs éléments conduisent à l'extinction ou à un stade de développement moindre que le stade actuel. Donc là, on parle aussi, dans cette famille, on regarde aussi les phénomènes liés à la survie. Les autres grandes familles de scénarios, c'est les scénarios de discipline. Et là, ce sont tous les scénarios qui vont correspondre à un recentrage sur d'autres valeurs que celles de la croissance continue. En particulier des valeurs de redistribution juste, des valeurs naturelles, spirituelles, religieuses, politiques, culturelles. Donc tout sauf économique. Et donc là, dans ces scénarios, la vie humaine doit être en quelque sorte disciplinée par ces valeurs. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie qu'il appelle transformation, et ça renvoie au pouvoir transformateur de la technologie, robotique, intelligence artificielle, ingénierie génétique, nanotechnologie, etc. Et en fait, ces scénarios, ils envisagent des transformations fondamentales du vivant, et donc de l'humain, et une Terre totalement artificialisée, et l'expansion de l'humanité au-delà des limites de la planète. Voilà. Donc Dator, ce qu'il dit, c'est que globalement, les scénarios du futur, on peut les classer dans ces 4 catégories. Nous, on a utilisé ces catégories pour classer nos scénarios et pour voir finalement, pendant le confinement, quel type de futur avait été pensé et de quelle manière finalement ces catégories avaient été pas réutilisées, mais on pouvait retrouver ces catégories dans les scénarios pensés pendant le confinement. Et du coup, voilà nos résultats. Donc je vais les présenter par famille.
plus de 60% de nos scénarios appartenaient à la catégorie croissance continue. Et là-dedans, on a eu pas mal de déclinaisons. Une première, donc ça représente 50 scénarios, la croissance continue. Et sur les 50, on en avait 32 qu'on a classés, qui décrivaient un monde de croissance continue illimitée, avec des variantes. 11 scénarios, donc ça c'était vraiment à l'époque du premier confinement, donc on n'avait vraiment aucune idée de ce qui allait se passer après. Donc 11 scénarios qui imaginaient quand même une situation, une crise sanitaire qui restait hors de contrôle et du coup qui menait à une crise économique qui allait engendrer des grandes inégalités, des faibles niveaux de développement, mais finalement à la fin on retrouvait un retour à la normale, mais un peu diminué. Deuxième catégorie de scénarios, alors ça c'est ups and downs, c'est 4 scénarios qui imaginent une grosse crise économique liée au confinement de 2020, mais après, grâce aux aides de l'État, au plan de relance, on se retrouvait dans une situation comme avant. Et alors 17 scénarios, ils imaginent il y a un vaccin qui arrive direct ou bien les gestes barrières qui font effet. Du coup, l'épidémie est vite contrôlée et là, on revient comme avant en croissance continue. Deuxième catégorie de scénarios, 9 scénarios qu'on a appelés fragmented growth. C'est les scénarios qui imaginent justement une situation sanitaire inégalement contrôlée, avec certains pays, notamment les pays asiatiques, qui réussissent à gérer l'épidémie et du coup qui reprennent une croissance économique, qui deviennent du coup leaders mondiaux économiques et du coup politiques aussi. Et à côté, les pays, notamment l'Europe ou l'Afrique, qui réussissent pas à gérer leur épidémie et qui restent dans un état de récession et de crise économique. Donc une croissance à deux vitesses. Et les derniers, c'est le bending growth. La bending growth, c'est tous les scénarios qui ont dit qu'après cette crise, en fait, on allait revenir à un modèle de croissance, mais avec d'autres valeurs centrales, un système plus équitable ou un système plus écologique. C'est la croissance verte, en gros. Donc voilà, tous ces scénarios, globalement, ils remettent pas vraiment en question le monde d'avant, mais ils imaginent quelques nuances, quelques différences, mais la nature fondamentale du monde d'avant est pas mise en question. Ensuite, on a 16% du corpus, c'est les scénarios de type discipline. Là, on a deux types de scénarios. Donc, tous ces scénarios, ils disent que la puissance de la crise a un effet de reconfigurer les priorités de nos sociétés, les valeurs et les comportements, et donc d'aller vers une société plus attentive aux questions écologiques et plus inclusive. Et donc voilà, elle pense une transition. Et alors là, c'est juste deux types de scénarios, ceux qui pensent que la transition va être influencée et guidée par l'État, et d'autres types de scénarios qui sont plus sur une transition avec une participation citoyenne active, avec la délocalisation au centre. Troisième famille de scénarios, pareil, 17% du corpus, donc assez mineur aussi, c'est les scénarios de collapse. Alors là, pas beaucoup de diversité. Globalement, tous les scénarios de collapse, ils partent du fait qu'on ne réussit pas à maîtriser cette crise. Soit il y a des vaccins, mais il y a des variants qui résistent aux vaccins, soit on ne trouve pas de vaccin. Mais en tout cas, la crise n'est pas maîtrisée. Et pour tous les scénarios, la crise sanitaire est suivie d'une crise économique. J'ai mis le petit schéma là bien connu donc la récession économique et puis derrière le changement climatique. Et justement, j'ai barré le changement climatique parce que ça, c'était un truc assez surprenant. C'est que tous ces scénarios, ils pensent crise sanitaire, crise économique, et après, on a des variants. Alors, ça va se terminer en crise sociale, en crise financière, en autoritarisme, en conflits internationaux. Mais il y a seulement 4 scénarios qui imaginent le changement climatique, qui pensent, enfin, c'est pas qu'ils l'imaginent, c'est qui écrivent où il y a des traces de changement climatique ou de choc climatique. Donc finalement, dans les scénarios de collapse qui sont sortis pendant le premier confinement, on a économie et sanitaire, mais changement climatique, il est un peu passé à la trappe. Dernière catégorie qu'on a vue, alors là, grande minorité, enfin catégorie minoritaire, c'est la catégorie transformation, donc 7% du corpus. Nous, on était aussi étonnés par ce résultat parce qu'on se disait qu'en confinement, où là, la visio explose, on aurait pu imaginer qu'il y aurait plus de scénarios de ce type-là. Et donc là, c'est vraiment c'est des scénarios où l'après-Covid va être, on va vivre en confinement, quoi, en confinement avec
les nouvelles technologies. Mais de ces visions, on a deux types de sous-scénarios qui sont sortis. Le premier, c'est des scénarios qui disent que justement cette nouvelle technologie va nous permettre de retrouver des valeurs locales, de partage, d'égalité, et donc va nous permettre d'améliorer la société, d'améliorer nos systèmes de santé. Et on a d'autres textes qui disent qu'au contraire, après que cette crise risque de faire émerger un contrôle de nos vies privées, de nos données par les nouvelles technologies, et une augmentation des inégalités. Notamment, il y avait un scénario qui imaginait les contrôles, les passeports vaccinaux dans les restaurants, dans tous les lieux publics, dans les entreprises pour être admissible à un poste, et du coup, toutes les inégalités qui en découlent, etc. Donc, voilà pour globalement les scénarios qui ont été pensés pendant le confinement. Là, c'est la dernière slide pour juste voir quelques points de discussion. Donc, tous ces scénarios, on les a classés en continu ou en discontinuité. Ce qu'on appelle discontinuité, c'est les scénarios où il y a un changement de second ordre, c'est-à-dire qui vont transformer les propriétés fondamentales du système existant. Donc là, ce schéma, ce qu'on voit, c'est que oui, naturellement, tous les scénarios continue de growth, ils sont en continuité par rapport au monde d'avant. Dans les scénarios de transformation, il y en a 6 qui sont en continuité, c'est-à-dire que même s'ils imaginent un monde avec des nouvelles technologies, ils n'ont pas remis en question la croissance continue. Et par contre, forcément, les scénarios de collapse, ces disciplines, eux, par nature, sont en discontinuité. Donc la grande conclusion là-dedans, c'est que sur nos 83 scénarios qu'on a collectés, 70% ne remettent pas en question le monde d'avant. Et on a seulement 30% de scénarios qui pensent vraiment les ruptures. Mais donc, on était surpris, c'était pas du tout notre hypothèse. Nous, on pensait qu'au contraire, on aurait eu une prolifération de ruptures, de nouveautés, de créativité. En plus de ça, on a constaté que les variables utilisées dans les scénarios, donc sanitaires, économiques, étaient des variables ancrées dans le présent. C'est ce que je disais sur le changement climatique. On a des grandes variables qui normalement sont présentes dans toute prospective, qui ont été absentes, à savoir le changement climatique et la démographie. Par contre, la gouvernance, la crise économique et la crise sanitaire étaient dans tous les scénarios. Et donc ça, c'est une marque que les scénarios qui ont été construits dans la peur, dans l'urgence, n'ont pas pu s'extraire du présent, n'ont pas pu sortir de cette situation et penser vraiment autre chose. Le fait que l'horizon temporel soit absent, ça aussi, c'est un signe, ou très court terme, normalement, dans les prospectives. Une prospective, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, des prospectives sur 2 ans, c'est pareil. On a eu l'horizon temporel s'est refermé pendant le confinement. Une piste d'explication, c'est les méthodologies de construction des scénarios. Comme je disais tout à l'heure, les méthodologies, elles étaient ambiguës. Et souvent, on n'a pas retrouvé les méthodologies classiques de tableau morphologique. Or, les méthodologies classiques, elles permettent de penser la rupture. Elles sont construites pour nous permettre de sortir du présent et de vraiment se projeter vers le futur. Et donc là, le fait de ne pas avoir utilisé forcément des méthodologies classiques a peut-être aussi joué sur le fait qu'on a eu très peu de ruptures dans le monde d'après. Et bon, voilà. Et il y a tout après, donc c'est les hypothèses de, voilà, on était dans un état de stupeur, de peur, et du coup, on a eu plutôt un comportement réactif, et du coup, vouloir se rassurer en restant dans le certain, dans le présent, et ne pas vouloir explorer l'incertitude. Donc voilà, c'est là-dessus que je termine. Donc notre conclusion, c'est la nécessité de repenser le présent, enfin le moment qu'on vit, comme un moment de discontinuité, ouvrant des horizons possibles. Pour ça, la nécessité d'utiliser des méthodologies anticipatrices de temps de crise, c'est-à-dire ne pas oublier qu'il y a des méthodes qui existent pour être créatif et réussir à sortir du présent. Et voilà, maintenant, tout le challenge, c'est de faire que cette wildcard qui est la crise du Covid devienne un X-event, c'est-à-dire un événement qui puisse être marqueur de changement, de repenser le présent et de remettre en question les structures du présent qui ne sont plus utiles maintenant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions. Non, ça va, tu as été très bien en temps. Moi, j'aurais une... Ah, il y a Laurent qui te pose une question.
Non, non, mais Maxime, tu peux y aller. Enfin, je sais plus qui parlait, c'est Maxime, c'est ça? Oui, c'est moi, mais vas-y, vas-y. Non, bah, d'abord, merci Camille, c'est super. Et puis voilà, pour avoir suivi un certain nombre d'animations de cours avec Robin, je, je suis pas surpris que vous ayez entrepris ce genre de choses. Et c'est passionnant. Moi, j'avais une question justement sur un peu sur vos conclusions. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu dans une réflexion autour de la psychologie de crise ou de la sociologie de crise, justement pour expliquer un petit peu ce manque, enfin une espèce de conservatisme en fait. Est-ce que il y a une temporalité et un contexte lié à la crise qui fait que, eh ben en fait, on s'interdit ou on freine ou on est dans une, moi je sais pas moi, enfin dans une situation psychologique qui fait qu'en fait, on ne réagit pas de la même façon, on n'imagine pas le futur de la même façon qu'en situation de non-crise, en fait. C'est un peu ça ma question. Ouais. Et qui expliquerait qu'il y a une forme de conservatisme pour dire, bah, ça suffit, on est déjà dans le merdier comme ça, on va pas en imaginer d'autres, en gros, quoi. Mm. Bah, c'est en fait c'est notre hypothèse finale, c'est ça, c'est que le psychologique, la peur a fait qu'on n'a pas réussi à penser autre chose. Et quand on s'est fait reviewer, c'était aussi, on a rajouté un paragraphe dessus parce que c'était une remarque des reviewers. Par contre, on n'a pas fait d'analyse de psychologie en temps de crise de la littérature scientifique dessus. Ouais. Nos hypothèses. Après, il y a aussi des auteurs qui réfléchissent à notre capacité de penser les alternatives. Euh, qui disent on pense les utopies, on est dans des sociétés qui peuvent penser des utopies, mais penser des alternatives plausibles, euh, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Parce que je prolonge ma question, du coup, ces résultats sur les pourcentages, on va dire, que vous avez pu observer, est-ce qu'en fait on les observe aussi en temps de non-crise? En fait, je veux dire, voilà, est-ce que c'est une forme de régularité un petit peu de ces exercices ou pas? Ah oui, est-ce que c'est dire, est-ce que les pourcentages qu'on obtient sont différents de ce qu'on obtient normalement en temps de Ouais, crise? ouais, euh, Non, mais normalement, non, on obtient beaucoup plus de créativité. On était d'accord. de Ok. trouver aussi peu de collapse, enfin, de scénarios en rupture. Ok. Moi, c'était plus une question sur les futurs travaux. Est-ce que vous pensez continuer pour voir s'il y a eu quelque chose de plus global avant, pendant et après Covid sur le. Est-ce que ça a ouvert un peu plus maintenant, en ce moment, le champ des scénarios ou finalement est-ce qu'on est revenu à la normale et les gens pensent plus que à des scénarios de long terme, enfin sont un peu moins dans le court terme. Bah, nous, on va s'arrêter là, hein. Nous, on s'est dit qu'on pourrait faire le même travail maintenant pour voir la différence. On s'arrête là. Par contre, bah, les Marie, Robin, etc., ils font vachement de veille sur les scénarios qui sortent. Et là, dès septembre, on a eu des scénarios construits de manière plus classique. Le changement climatique est réapparu. Enfin, les gens ont pu un peu prendre du recul et reprendre leur méthode classique. Et aussi, les méthodes de construction de scénarios classiques, ça prend plus de temps. Et donc, ça se fait pas dans l'urgence. Donc, effectivement, on a eu pas mal de textes qui sont sortis après, où on a eu quand même plus de créativité et de discontinuité. Ok, merci. Vas-y, Philippe. Oui, bonjour tout le monde. J'ai manqué la dernière minute, donc peut-être que tu l'as abordé. Ma question, c'est, il me semble qu'on est dans une ère occidentale pour réfléchir sur le futur. Donc ma question, c'est, je, je, euh, je suis quasiment sûr que la réponse est non, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont pensent les Chinois, eux dont la religion, c'est justement l'adaptation au changement? Est-ce que, à travers des contacts de chercheurs, on sait ou pas s'il y a des travaux qui sont faits de leur côté et comment ils les conduisent? Ouais, c'est qu'on a abordé dans les limites. C'est ce que j'ai présenté. Tu n'as pas dû voir, du coup, la nationalité des auteurs de nos textes, qui étaient quand même globalement Europe, États-Unis. Et donc, on s'est dit que si ça avait été des auteurs asiatiques, on aurait eu des conclusions différentes. Cela dit, nous, on a cherché. On n'a pas fait exprès de. Enfin, on a pris tout ce qu'on trouvait, quoi. On a quelqu'un de Singapour, c'est tout.
Et je pourrais pas te répondre si les scénarios en général issus des pays asiatiques ou d'autres cultures sont différents. Alors Robin Bourgeois, lui, il dit que il y a pas de. C'est souvent une question qui revient. Est-ce que finalement, selon la culture, le rapport au futur est différent? Et du coup, est-ce que chaque culture peut faire des prospectives? Robin, lui, de son expérience, il dit on peut très bien mener des prospectives avec quelle que soit la culture. Mais par contre, je peux pas te répondre sur le type de scénario qui sort selon la culture. Merci en tout cas. Vas-y, Dani. Je coupe le micro. Merci Camille. C'est super, bonne présentation, belle présentation. J'ai une question très naïve sur l'utilisation des scénarios. Est-ce que par le passé, est-ce que les scénarios que les gens font, peut-être 15-20 ans avant, est-ce qu'il y a des études rétrospectives qui étudient comment les scénarios sont pris en compte et qui sont avérés? Et même chose pour les scénarios actuels. Comment est-ce que ces scénarios sont utilisés? Est-ce que les décideurs s'en inspirent? J'ai du mal à voir quel est le mécanisme qui prenne en compte ces travaux d'anticipation pour les amener à réalisation. Ta question, c'est sur l'impact des prospectives globalement. Est-ce que ça a un impact de faire des scénarios? Est-ce que c'est utilisé derrière? De manière générale, ouais. Alors, bon, pareil, moi, je vais répéter ce que j'ai appris depuis que je travaille dessus. Il y a deux. Déjà, je crois qu'il n'y a pas trop de travaux sur l'évaluation des impacts. Il y a plusieurs types de scénarios, en fait. On dit souvent que les grands scénarios servent à rien. Enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est que non, les politiques se basent pas sur des scénarios d'anticipation. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on peut anticiper cette crise. Par contre, il y a bien un monde dans lequel il y a énormément de scénarios et des méthodes de prospective classiques, c'est le monde de l'entreprise. Et eux, par contre, ils font des scénarios hyper complexes et ils basent leurs décisions là-dessus. Donc, peut-être que les politiques le font pas, mais les entreprises le font beaucoup plus. Et je sais pas, on avait fait un atelier aussi avec Kako Nubukpo, qui était le ministre de la prospective. Je sais plus dans quel pays. Il était ministre de la prospective, il a fait des scénarios, puis il a été viré pour ça, quoi, parce que globalement, on n'est pas dans des dynamiques de CD de scénarios et de futurs pour réfléchir. Après, quand le Togo. Oui. C'est le Togo, c'est un collègue togolais. C'est le Togo. Oui, c'est le Togo, mais tu te rappelles, je pense que tu étais là, donc tu te rappelles. Ouais, j'étais là, ouais. Ouais, après, bon, on peut penser. C'est difficile à évaluer l'impact parce qu'effectivement, peut-être dans une décision, on ne fait pas de grande prospective et les décideurs ne disent pas, OK, on va faire ça comme ça. Mais le changement climatique, on en parle bien grâce aux scénarios prospectifs qui viennent des simulations informatiques beaucoup, mais ça finit par faire un effet peut-être indirect. Mais en tout cas, c'est des grandes questions de comment mesurer l'impact des prospectives. Et pour l'instant, c'est des chantiers. Je peux juste rajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'ai une expérience avec Total et je me souviens aussi d'une conférence qui avait été donnée par Danone. Donc, effectivement, dans ces grandes sociétés-là, c'est vraiment des exercices. Ils sont pris comme des exercices de management, en fait. Donc, ils anticipent différentes solutions pour se préparer et être prêts en termes de gestion de crise, en termes d'adaptation au niveau des entreprises. C'est pas anodin. J'en veux pour preuve Danone. Danone se préparait. Vous avez suivi l'actualité. Je ne sais plus comment il s'appelle, Emmanuel, je ne sais plus quoi là, qui s'est fait virer. Lui, il avait mené un gros exercice au sein de Danone justement pour anticiper le futur de la nutrition, en gros, partout dans le monde, avec des enquêtes et des scénarios qu'il avait fait, et il était en train de mettre en ordre de bataille, en gros, son entreprise pour s'adapter, alors justement, à un scénario qui était la relocalisation et la régionalisation. Apparemment, ça n'a pas plu, quoi. Ouais. Et puis les entreprises, elles font aussi beaucoup de méthodes qui permettent la créativité. Ouais.
elles essaient de sortir des scénarios tendanciels, etc. Elles essaient vraiment de mettre des éléments de rupture, de créativité pour pouvoir se préparer, et puis même pour les innovations, Ouais, penser les absolument. innovations. Et Lucie, je vois que tu dis que le ministère de l'Agriculture a un service de la prospective. Ce qu'on dit, c'est pas qu'on ne fait pas de prospective. C'est plus que c'est pas parce qu'on fait de la prospective que des actions vont être menées derrière. Je pense qu'il y a plein de prospectives qui sont faites, mais est-ce que derrière, on fait des actions? Ça, c'est moins sûr. Non, ça m'a fait penser au plan Marshall, en fait. Lorsque je me pose toujours la question, est-ce que les gens qui ont, enfin, M. Marshall qui a imaginé son plan, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il avait déjà prévu si les choses allaient se passer comme ça? Parce que j'avais vu une émission il y a quelque temps où je l'avais lu quelque part que lorsque le plan Marshall a été proposé aux différentes nations européennes, il y avait un débat énorme. Il y a beaucoup de gens qui discutaient et beaucoup de gens qui ne voulaient pas. Parce qu'ils voulaient, ils pensaient aller pouvoir perdre leur souveraineté. Il y a plein de discussions à l'époque. Alors que maintenant, ben, ça fait presque plus. Enfin, tout le monde semble d'accord pour dire que c'était une bonne chose. Voilà, est-ce que quand on fait un plan Marshall, est-ce qu'on utilise la prospective ou on dit ben c'est le pouvoir d'abord puis on y va quoi. C'est pas une très bonne question, c'est une remarque. Je sais pas si tu as des réactions là-dessus. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, le plan Marshall, on fait de la planification stratégique. La prospective, c'est vraiment une certaine prospective, c'est vraiment explorer les futurs possibles. Et on peut aussi dire, on veut un futur souhaité, on fait du visionning, on dit ce futur, comment on fait pour y arriver. Et là, du coup, on déroule les actions et le plan d'action pour y arriver. Donc, je ne sais pas si Marshall, il a fait plusieurs scénarios exploratoires. Ouais. En tout cas, merci. Non, bah, si plus de questions, on peut s'arrêter. Ouais, bah oui, on peut s'arrêter. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Merci à vous de vous être libérés. Merci Camille, c'était super. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. À la prochaine.